général. J'ai essayé de faire peut-être de focaliser ce matin sur une problématique qui touche aux axes 2 et 3 de l'arc, qui est le lien entre la culture numérique et la culture scientifique et technique, et voir quel impact ça peut avoir pour la médiation de celle-ci. Alors, le point de départ, c'est qu'on est en fait dans une situation où se diffuse ce qu'on peut appeler une culture numérique, c'est-à-dire que les technologies se diffusent et changent notre expérience, notre rapport au temps, notre rapport à la communication, notre rapport à l'espace. Et quelque part, la diffusion de ces outils diffuse une certaine culture autour des pratiques. Il va y avoir un ensemble d'expériences qui vont être partagées, un ensemble peut-être même de valeurs, qu'on peut essayer de repérer. Il y a par exemple l'expérience du plaisir de la technologie, un plaisir esthétique ou un plaisir ludique qui est assez lié effectivement au monde du numérique. La valeur de l'open source et la valeur du partage, qui est tout ce que les héros, les porte-parole de l'open source ont essayé de diffuser et qui dépasse largement le cadre du développement informatique et qui commence à se véhiculer parmi les utilisateurs du numérique, l'expérience de la communauté et du réseau que chacun apporte et qui a finalement une valeur qu'il apporte aux autres. L'expérience du temps réel par rapport à l'asynchrone, où nos communications peuvent être soit complètement instantanées, soit au contraire être sédimentées, on peut les recevoir plus tard et travailler en asynchrone. Cette notion d'enrichissement, de sédimentation et d'émergence, c'était par exemple, on va voir apparaître l'émergence, on va regarder les vidéos sur YouTube qui ont été le plus regardées, qui ont été le plus commentées, et ça c'est donc la sédimentation des usages des autres qui font émerger des choses intéressantes. Et ça, c'est quelque chose qui est expérimenté sur le numérique et qui devient une expérience partagée. La perception des processus itératifs, la notion de recyclage, il y a beaucoup de choses qui sont réutilisées dans les outils et les technologies numériques. La pervasivité entre le monde professionnel, personnel, etc. Et puis un certain nombre de codes que porte la culture numérique, depuis des manières de parler, des comportements ou des références qui sont parfois très spécifiques à Internet. Et alors, on peut en préalable, j'aimerais qu'on voit quels sont les parallèles qu'on peut tirer entre cette culture numérique, on pourrait disserter longtemps, savoir si c'est vraiment une culture, ce dont je parle, mais on va l'englober comme ça, et ce qu'est la culture scientifique et technique. Alors, d'abord, il faut remarquer qu'elles ont un ADN commun, c'est-à-dire que le mot numérique désigne quelque chose qui a rapport au nombre, donc quelque chose qui a rapport aux mathématiques. Donc quelque part, il y a un fond scientifique, et puis même la culture numérique est d'abord basée sur une expérience de technologie, et donc il y a de la technique, de la technologie, et des sciences qui sont finalement à l'origine de tous ces outils. Donc la culture numérique porte dans ses gènes quelque chose qui touche à la culture scientifique et technique, et qui se révèle parfois, c'est-à-dire que là, juste en plein milieu d'un concert, ce qui était censé être un fond d'écran, une vidéo, révèle qu'il y a des codes numériques qui sont derrière, et on a tous dans notre quotidien des modes d'emploi, des paramètres, des interfaces qui changent et qui nous révèlent la structure cachée de ces appareils qui finalement restent profondément technologiques, voire mathématiques. Autre analogie, le savoir scientifique, là c'est une carte des échanges scientifiques à travers le monde. Le savoir scientifique est basé sur des process communautaires, et si on compare ça aux échanges sur Twitter par exemple, on voit tout de suite des similarités. Alors, en fait, si on réfléchit un peu, Internet lui-même a été construit au départ comme un outil pour les échanges entre scientifiques, et donc avec qui puissent permettre, par exemple, la référence, qu'on puisse envoyer des références, qu'on puisse l'évaluation par les pairs, etc. Donc il y a tout un tas de process scientifiques qui ont structuré même l'Internet et qui aujourd'hui se retrouvent dans les outils numériques, les communautés sur Internet ou autres. Donc ça veut dire que les gens qui utilisent un Facebook ou d'autres outils vont finalement avoir une expérience qui est structurée par en fait un background qui est scientifique. Et on peut se dire qu'il y a peut-être là des opportunités pour la culture scientifique et technique de faire appel à cette expérience
l'utilisateur pour lui faire comprendre des process qui sont là à la base de la construction de la pensée scientifique. Dernier point sur ces parallèles, je l'ai dit tout à l'heure, le monde du numérique est un monde qui est très fortement marketé et qui est porteur de valeurs de plaisir. Et en fait, il peut porter aussi des valeurs de plaisir de la technologie, voire de la science. Une petite anecdote, je ne sais pas si vous le savez, mais parmi les geeks sur Internet, Nikola Tesla est une véritable rockstar. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui circulent dans la culture geek qui mettent en valeur Nikola Tesla et qui en font peut-être le premier geek de l'histoire. Donc là, on voit qu'il y a un côté du marketing de la technologie qui est en train de se déplacer sur le marketing de la scientifique. Et c'est pas complètement anodin, puisque ces derniers jours, il y a un particulier qui a réussi à lever en un mois plus d'1 million, 1,3 million de dollars pour acheter en fait l'ancien lieu du laboratoire de Nikola Tesla et en faire un centre de culture scientifique sur Nikola Tesla. Donc cette capacité à récolter de l'argent, c'est juste pour dire qu'il y a quelque part un terreau qui est dessous, qui a une certaine sensibilité. Et je pense qu'il y a donc des opportunités pour les acteurs de la diffusion de la culture scientifique et technique pour s'appuyer sur ces échos qui existent dans la culture numérique. Alors maintenant, j'en viens un peu plus à des usages qui peuvent être faits ou qui pourraient être faits. Hein. Là, je n'ai pas non plus pris en détail tout ce qui se passe parce que je pense que vous-même vous êtes bien au fait de la plupart de ce qui se passe. Je voulais juste plutôt pointer les tendances sur des usages du numérique qui peuvent être utilisés pour la diffusion de la culture scientifique. Alors, un premier point de vue, c'est que souvent, les concepteurs de médiation culturelle partent au départ souvent d'un contenu qu'ils veulent diffuser. J'ai un contenu, quel est le propos de l'exposition, et par exemple, qu'est-ce que je vais dire. Or, en fait, quand on regarde, quand on s'abstrait de ça, on regarde par exemple le monde des tablettes, des iPads ou autres, les gens qui les achètent, peut-être un peu moins maintenant, mais au début, tous ceux qui l'ont acheté n'avaient aucune idée de ce à quoi ça allait leur servir. Simplement, ils avaient envie de l'avoir, c'est un objet de désir, et ils avaient un peu une idée de l'expérience qu'ils allaient avoir avec, mais le contenu qui allait être dedans était complètement secondaire. C'est l'expérience utilisateur qui était premier. Et de même aujourd'hui, tous ceux qui téléchargent des apps sur leur iPhone, etc., pour la plupart, ce n'est pas pour le contenu que portent ces apps, c'est pour le service que ça leur apporte, et aussi pour l'expérience utilisateur. Et donc, quand on conçoit des dispositifs de médiation, il faut penser design de l'expérience utilisateur en entier. Le contenu en fait évidemment partie, hein, il est au service de ça, mais c'est une expérience intégrale. Et là, les outils numériques, notamment les nouvelles technologies, peuvent être des moyens de faire vivre une expérience utilisateur qui va le toucher profondément et puis qui va faire le lien entre le reste. Donc il y a des technologies immersives. Il y a beaucoup de technologies qui font appel à l'interaction avec le corps et qui sont avant tout une expérience utilisateur, avant d'être un contenu ou même une narration ou autre chose. Et ces technologies, en fait, contribuent à l'enchantement du visiteur hein, dans nos institutions. Et cette notion d'enchantement, c'est quand même une attente qu'ont aujourd'hui les visiteurs. C'est vrai que l'enchantement est aussi très porté hein, sur des outils numériques, hein, avec certains de ces porte-paroles qui utilisaient le mot amazing toutes les 10 phrases. Mais on retrouve ça quand même, hein, quand on voit des dispositifs qui fonctionnent assez bien, qui ont bien fonctionné. Là, c'était un dispositif un spectacle d'Adrien Mondeau. Là, ce sont les mécaniques poétiques du groupe Ézéchiel, qui sont donc des objets qui sont d'abord des objets avec un objectif esthétique, mais qui ont une forte part d'enchantement et qui reposent sur l'utilisation de technologies. Je pense que vous les aviez peut-être tous vus, ces mécaniques poétiques. Là, on a une cage à oiseaux dont on touche les barreaux qui s'éclairent et qui déclenche des sons. C'est une harpe musicale.
Et, et en fait, ce qui est derrière ça aussi, c'est que la technologie parfois a a ce côté magique, mais parfois il l'a d'autant plus que la technologie est cachée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la loi de Clarke, Arthur C. Clarke, celui qui avait écrit 2001 Odyssée de l'espace, qui disait que toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et c'est vrai qu'il y a parfois un certain nombre de correspondances et qu'il y a un moment où, quand la technologie est cachée, finalement, l'enchantement apparaît et puis on peut passer à d'autres niveaux d'échange. Là, j'ai mis quelques photos d'un atelier qu'on avait fait peut-être en 2005 avec le musée des Confluences qui s'appelait Objet en transit. Et en fait, là, la technologie était complètement cachée, c'est-à-dire que les visiteurs avaient en fait des pierres entre les mains qui cachaient des puces RFID. Et quand ils arrivaient dans des pièces de l'atelier, la pièce reconnaissait quels objets ils avaient entre les mains, et du coup les contenus qui leur étaient proposés s'adaptaient en fait à ce qu'ils avaient entre les mains. C'est-à-dire la bibliothécaire, le documentaliste leur proposait des livres en lien avec la pièce qu'ils avaient entre les mains, ou le laboratoire vérifiait que les mesures qu'ils proposaient étaient conformes à l'objet qu'ils avaient entre les mains. Et en fait, là, ce qui était assez intéressant, c'est que pour beaucoup de jeunes utilisateurs, le fait qu'il y ait eu de la technologie dessus était passé complètement inaperçu. Et en fait, à un moment, le fait de faire disparaître la technologie est aussi intéressant, puisque du coup, on en vient au propos et à l'expérience globale, et ce n'est plus un obstacle finalement, où la destination des visiteurs n'est plus forcément simplement la technologie en elle-même, mais une expérience qui est un peu plus large. Autre sujet, on a pris l'habitude, avec le logiciel, de les personnaliser à nos goûts. Mon iPhone a une jolie coque verte que mon fils m'a ramenée. Voilà. Et voilà, donc en tant qu'utilisateur, on a l'habitude de pouvoir customiser, adapter nos environnements à nos goûts. Et on voit, du côté de la culture scientifique et technique, pas mal de démarches qui visent à personnaliser une expérience visiteur en fonction du profil de chacun. Donc, Roland, avec Visite Plus, était pionnier de ce domaine-là. On a aussi la RINUM, donc j'imagine que Sébastien parlera à Cap Science. Il y a le musée Bergen qui l'utilise. Et en fait, ce sont des systèmes qui vont permettre, au départ, souvent, c'était pensé pour personnaliser un contenu en fonction du profil de l'utilisateur. On parle du contenu. Et en pratique, ce qui semble, à mon avis, plus marcher, mais dans ces différents cas, c'est qu'on personnalise non pas un contenu, mais une modalité de visite. C'est-à-dire que le visiteur ne va pas simplement avoir un contenu différent, mais il va pouvoir visiter avec une autre règle du jeu en fonction de ses centres d'intérêt. Et normalement, il y a une petite vidéo, mais comme j'ai changé d'ordinateur, on ne la voit pas. Ça, c'est un dispositif, un jeu qu'on avait fait avec le musée Confluence en 2010, qui s'appelait le musée des Confluences dévoile ses réserves. Et c'était un jeu sur iPad qui était donné aux familles, et où il fallait en fait une espèce de jeu de piste qui était à l'intérieur de l'exposition, où les publics familiaux devaient aller retrouver des objets en fonction des différents métiers qu'il y avait dans le musée. Et je le mettais là simplement pour le fait que ce qu'on avait observé, c'est que on avait une partie notamment des adultes qui étaient en mode butinage habituel, c'est-à-dire qu'ils suivaient l'exposition, ils se nourrissaient de tout ce qu'ils avaient envie, et des publics plus jeunes qui suivaient plutôt une visite conduite par un but, qui était porté par le dispositif technique. Et du coup, ça fonctionnait assez bien, parce qu'on avait du coup des rythmes qui arrivaient à se recaler. Donc chacun visitait à sa manière, l'un en jeu de piste et l'autre en exploration. Et du coup, ça resynchronisait finalement des groupes familiaux qui n'avaient pas envie qui n'avaient pas la même modalité d'approche de l'exposition. Alors ces outils, hein, comme Visite Plus, permettent aussi, en général, d'emporter la visite avec soi, c'est-à-dire qu'on va garder une trace de la visite et la garder chez soi. Et là, on voit le lien qu'il y a avec le fait qu'on a pris l'habitude de pouvoir vivre des choses dans l'instant présent, puis de se les mettre de côté pour pouvoir les travailler autrement chez soi. Et dans le jeu sur iPad dont j'ai parlé précédemment, les visiteurs qui le souhaitaient pouvaient rentrer leur email au milieu du jeu et l'arrêter, et ils avaient sur Internet un lien qui leur permettait de continuer le jeu là où ils en étaient arrivés. Et on a eu à peu près 25% des gens qui avaient laissé leur email,
qui ont continué le jeu chez eux en passant en moyenne 50 minutes, ou à peu près un peu moins d'une heure, sur le jeu depuis leur domicile. Et ce qui est des temps qui sont relativement importants. Hein, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà joué à un jeu culturel sur Internet. Je ne pense pas que vous ayez passé plus de 3 minutes. En général, on va dessus, on passe 3 minutes et on s'arrête. Et là, parce qu'ils avaient vécu quelque chose dans l'exposition, qu'ils avaient déjà investi 1 heure et demie dans un jeu et dans une exposition, eh bien, ils étaient rentrés dans l'histoire, dans le contenu, et pour le coup, ils ont pu le continuer et réinvestir un temps relativement long dessus à domicile. Donc voilà, il y a une piste qui est aussi assez intéressante, d'articuler ce qu'on va vivre en synchrone et en asynchrone. Ah oui, un autre exemple, sur un public complètement différent. Nous, on se sert de ces relations asynchrones pour faire travailler des classes. Là, on vient de... ils sont en cours de trajet. On vient de congeler 10 classes de collège, des collégiens, et de les envoyer dans l'espace. Et ils vont bientôt se réveiller. Ils seront donc en orbite autour d'une exoplanète avec un commandant de bord qui s'appelle... des photos après, ouais, avec Francis Valéry, qui est un auteur de science-fiction, et puis les équipes du planétarium de Vaux-en-Velin, de l'Observatoire de Lyon, et puis du Musée des Confluences. Et puis, ils vont pendant une année aller explorer les nouvelles planètes qu'ils vont trouver, donc ils vont faire le Wikipédia de cette planète. Et en fait, c'est un projet, j'en parle simplement parce que il articule des temps présentiels, c'est-à-dire qu'en début d'année, les intervenants et les enseignants se rencontrent, en milieu d'année, ils passent dans toutes les classes, je sais pas si vous avez une photo, non. Oui, ils passent dans les différentes classes, et en fin d'année, tout le monde se retrouve au planétarium, donc il y a des temps synchrones en présentiel, mais on se sert du numérique pour permettre à chacun de travailler à son rythme. Et on arrive à faire travailler 300 enfants en simultané, et on sait que pour le coup, le rythme scolaire a besoin de la synchrone. Hein. On a vu même dans les échanges, quand on veut mettre en face deux classes en temps réel, pour se rencontrer, c'est très très compliqué, parce que chacune a son décalage, son mode de rythme. Et utiliser le numérique pour jouer ces décalages de temps, pour créer une relation qui s'étend dans le temps entre l'institution et ses publics, c'est quelque chose qui semble que l'on peut développer, qui semble porter ses fruits. Alors on voit à travers ça que finalement le numérique, c'est un petit peu une fenêtre qui s'ouvre et qui crée des liens, de la pervasivité entre les différents temps, entre les différents espaces, entre le monde de l'école, entre le domicile, entre chez soi, et probablement qu'il y aura des liens aussi avec la ville et les lieux publics qui entourent les centres de culture scientifique et technique. La ville va se numériser, on va vers la ville 2.0, les panneaux d'indication seront de plus en plus connectés en lien avec les flux d'informations sur les réseaux sociaux, et probablement que cette pervasivité numérique, eh bien, les acteurs de la culture scientifique et technique pourront les utiliser comme moyen pour créer du lien, des histoires qui durent un petit peu plus longtemps, donner du sens, ou pourquoi pas aussi permettre de remettre en contexte, en situation, des éléments scientifiques, des éléments techniques qui prennent peut-être plus de sens quand ils sont en dehors de l'institution, quand ils sont face au terrain ou face à la situation. Parce qu'évidemment, juste un aparté, hein, on ne peut pas ignorer le fait que nos visiteurs sont connectés, ont des appareils dans la poche, et en plus, de manière tout à fait étonnante, le taux de mobilité est tout à fait important. C'est que le nombre de personnes qui accèdent à Internet sur un téléphone portable est quelque chose qui est vraiment en train de se développer. Je ne vais pas dire de bêtises sur les chiffres exacts. Là, c'était une étude d'Ericsson, qui disait que un tiers des Français utiliseraient leur smartphone pour accéder à Internet avant même de sortir du lit le matin. Voilà. Et par contre, ce qui est plus intéressant, c'est les comparaisons européennes qui, à mon avis, sont plus fiables en termes de chiffres, sur le fait qu'on utilise beaucoup les smartphones connectés dans les transports en commun, dans les transports en général, en conduisant par exemple. Et donc, peut-être que là aussi, sur cette idée de lien entre l'extérieur, d'après-visite ou autre, il y a probablement des choses à travailler autour de ça. Et évidemment, à travailler aussi dans l'espace du musée ou du centre de culture scientifique et technique,
puisque le visiteur a ça dans sa poche. Est-ce qu'on peut s'en servir? Est-ce qu'il est bon de s'en servir? Ou est-ce contre-productif? Donc il y a de nombreux projets qui visent à utiliser les smartphones. Autre sujet, la question des dynamiques interpersonnelles. Et donc, c'est vrai que les technologies numériques qui étaient à l'ère du PC très individuelles, c'est-à-dire qu'on avait un ordinateur individuel avec une souris qu'une seule personne pouvait manipuler, sont devenues de plus en plus multi-utilisateurs. Alors, à la fois les réseaux sociaux, qui sont très interpersonnels, où on échange, on construit à plusieurs, mais aussi des outils comme les interfaces multi-touch, qui sont des technologies relativement récentes, et qui permettent d'être à plusieurs sur un espace numérique partagé, et qui ouvrent beaucoup de potentiel en termes d'apprentissage collaboratif, d'expérience collective. Donc là, c'est un champ qui a déjà été pas mal exploré par un certain nombre d'établissements, d'institutions, d'expositions, qui ont aussi des limites et qui demandent en fait à être vraiment conçus, designés, pour créer des dynamiques de groupe, des échanges. Nous, on a vu que ça fonctionnait très bien aussi en médiation, avec un médiateur qui va utiliser ce dispositif pour impliquer tout un groupe. Et puis après, donc, il faut essayer d'utiliser ces dispositifs pour créer de la viralité ou de la communication, du fait que le visiteur puisse être porteur d'un message ou co-constructeur d'un savoir avec les autres visiteurs, ou y compris avec ces réseaux au-delà du numérique. Donc cette notion de viralité, ça veut dire que c'est plus simplement l'institution qui parle à l'utilisateur final, mais il va mettre en place des mécanismes ou des messages qui vont pouvoir être portés par les utilisateurs vers d'autres utilisateurs, qui vont s'approprier le message et le faire évoluer ou le co-construire. Ça fait écho en fait à des techniques marketing, notamment le storytelling. C'est qu'en fait, on est dans un environnement qui est relativement complexe, avec beaucoup de sollicitations en termes d'information, en termes d'échange, et qu'il faut concevoir des messages qui soient suffisamment faciles à retenir pour qu'on puisse les répéter soi-même. C'est le principe du storytelling. Donc on va raconter des histoires que les gens vont pouvoir se réapproprier et les transmettre. Et autour de ce domaine-là, eh bien, il peut y avoir des mécanismes qui sont liés au jeu, des mécanismes ludiques pour pouvoir motiver dans la transmission de ce message, dans la co-construction de ce message. Et puis, c'est des messages qui peuvent porter sur des supports multiples. On parle de transmédia, c'est-à-dire que ça va pouvoir être utilisé sur des appareils numériques, mais aussi sur de l'affichage, sur du papier, dans l'exposition. Et donc, ça, pour le coup, on est moins dans le dispositif technologique que dans les techniques d'écriture qui vont consister à avoir une approche peut-être beaucoup plus modulaire et itérative des discours. Alors, autre sujet, la notion d'itération. Je ne sais pas si vous le savez, mais Gmail, le logiciel de messagerie de Google, est sorti de sa version bêta, je crois que c'était il y a 1 an et demi. Donc il est resté pendant plusieurs années en version bêta, et le mot version bêta, qui devrait être réservé qu'aux développeurs, commence à être connu par un grand nombre d'utilisateurs. Bêta version, ça veut dire que c'est un produit qui n'est pas fini, mais on le met entre les mains de l'utilisateur, et il remonte, il sait que c'est pas fini, mais il est associé au fait qu'il va aider à finir le produit. Et donc, on commence à être habitué à avoir des itérations, des versions 1.0, 2.0, 2.1, 2.5, etc. Et ça, c'est des choses que l'on peut aussi faire dans nos institutions culturelles. On peut faire des expositions, par exemple, qui soient en version bêta, ou des ateliers qui soient en version bêta. C'est vrai que c'est assez rare dans les expositions, parce que souvent les expositions sont conçues, et le jour où elles sortent, elles sont finies d'imprimer, et c'est la version définitive. Alors que sur les ateliers de médiation, pour le coup, on a beaucoup plus de flexibilité, puisque le médiateur, il est face à son public, et généralement, une fois qu'il a fait 2-3 ateliers, il sait ce qui est compris, ce qui n'est pas compris, il va l'adapter et le faire évoluer. Et je pense que cette notion d'itération
et de co-design, c'est-à-dire où on va donner la parole à l'utilisateur et s'en servir pour faire évoluer ce qui lui est proposé. C'est quelque chose qui va aller jusque dans l'exposition demain, puisqu'on peut la rendre un peu plus flexible. Il n'y a pas de raison qu'elle soit imprimée dès l'origine, puisqu'on a d'autres possibilités techniques qui permettent de la faire évoluer dans le temps. Et derrière ces notions d'itération, il y a aussi la notion de recyclage, ça peut être aussi des dispositifs, et on va les utiliser dans un contexte différent, en faisant changer leur valeur d'usage. Et juste un exemple, on avait développé un logiciel qui s'appelle MuseoTouch, un logiciel open source qui permet d'explorer les collections de musées. Donc là, on peut voir les collections, à droite on ne voit pas trop sa ligne de temps, donc du 19e, du 20e siècle, du musée des Confluences pour l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc c'est un dispositif tactile qui permet d'explorer ces collections. Et le même dispositif, il a été utilisé par exemple pour une exposition au Gallo-Romain de Lyon sur la médecine romaine, où en fait la carte du monde était remplacée par un corps humain. On pouvait explorer les méthodes, les médicaments des Romains pour soigner telle partie du corps humain et pour répondre à telle problématique. Et le même logiciel peut ensuite changer de forme et être utilisé dans des contextes différents. Alors c'est juste un exemple parmi d'autres, mais ça c'est important dans notre manière de concevoir les choses, que ce soit les contenus ou que ce soit les dispositifs. Il faut les penser de manière suffisamment générique pour pouvoir les réutiliser dans des contextes qui sont très différents. Et l'open source peut servir à ça. Nous, Erasme, on essaie de développer en open source tous nos logiciels pour que d'autres acteurs puissent les reprendre, éventuellement les modifier, en faire des usages différents qui nous seront bénéfiques à nous aussi demain. En termes de contenu, nous ne cessons d'alerter tous les concepteurs de contenu pour que, quand ils lancent leur cahier des charges, ils prévoient de mettre en Creative Commons et d'avoir accès aux sources de tout ce qui sera produit, de manière à les réutiliser derrière. Et on n'a toujours eu qu'à se féliciter de ces démarches. Et dans ces process itératifs, il faut noter donc le rôle privilégié du médiateur, qui du coup est, à mon sens, le mieux placé. Donc, parce qu'on a des services d'évaluation, mais souvent les services d'évaluation, ils ont des temps de retour qui ne sont pas compatibles avec le co-design. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un... N'est-ce pas, Nathalie? C'est-à-dire qu'il va falloir attendre plusieurs semaines, voire mois, pour avoir un rapport d'évaluation. Or là, il faut que du jour au lendemain, on ait presque des premiers retours, alors que le développeur il est en train de coder, et bien le médiateur lui dit c'est très bien, mais ça va pas du tout, tel truc c'est pas du tout compris, c'est un mot mais qui est ambigu, toi tu le comprends, mais le public le comprend pas. Donc il faut avoir des retours qui soient assez courts. Et ça, c'est pour nous le médiateur qui est au meilleur endroit pour le faire. C'est-à-dire que le médiateur devient concepteur. Et ça change la position des métiers. Voilà, dans cette notion d'ouvrir et refaire, on peut élargir les perspectives. Alors, sur le domaine de l'open data, dans le champ de la culture scientifique et technique, je n'ai pas encore vu, mais peut-être que vous en connaissez, moi je n'ai pas encore vu encore des démarches qui sont autour de ça. Le principe de l'open data, c'est qu'on dispose dans nos institutions de contenus, notamment de données, et plutôt que d'essayer nous-mêmes de les valoriser, une démarche consisterait à les rendre publics pour que des tiers les valorisent à leur façon. Donc c'est souvent de l'open data qui est plutôt des données institutionnelles comme les taux d'utilisation des vélos ou des choses comme ça. Mais il y a des débuts de démarches d'institutions culturelles qui commencent à mettre par exemple leur collection en ligne complètement ouverte avec leurs métadonnées pour que ce soit des tiers qui s'en emparent et qui fassent des outils d'exploration, de cartographie, de valorisation. Et donc ça veut dire qu'on lâche un peu prise sur ce qui est notre propriété pour créer un bénéfice commun avec les tiers. Alors dans la culture scientifique et technique, dans les centres de culture scientifique et technique, je n'ai pas encore vu de démarche en ce genre, mais peut-être que vous en connaissez, ça serait intéressant que vous les signalez. Dans cet axe un peu du refaire, de laisser faire, il y a toute la mode du do it yourself, faites-le vous-même, qui consiste à vouloir faire soi-même, à développer ses logiciels, à fabriquer ses objets, et dans lequel on peut intégrer donc toutes les dynamiques des Fab Labs, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des outils de fabrication qui permettent de mettre à la portée de l'individu ce qui était réservé à l'industrie autrefois, et qui permet à chacun de monter dans un statut d'artisan qui a des capacités
de faire qui étaient très différents. Et c'est des démarches qui vont être de plus en plus attendues du côté des publics et qui peuvent être intégrées dans les démarches de médiation. Un petit exemple, Quest to Learn, c'est un projet éducatif au départ. C'est un collège public à New York City. Donc les élèves dans ce collège, ils n'ont plus de notes, ils atteignent un niveau. Quoi. Puis s'ils ratent un niveau, ils commencent le niveau, puis ils passent au niveau supérieur, comme dans les jeux électroniques. Et avec des exemples, par exemple, donc le jeu est intégré à la pédagogie. Sur des lames de microscope, par exemple, des messages secrets avaient été mis pour avancer dans le savoir. Donc les élèves devaient acquérir la compétence de savoir lire une lame de microscope pour avancer dans leur cursus. Ça, c'est un exemple. Mais dans ce collège, les élèves ont accès notamment à un Fab Lab intégré avec des outils qui leur permettent, quand ils font un exposé, ils fabriquent leur exposé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste ils disent on parle de ça, ils l'ont fait, et ils parlent de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont expérimenté. Donc on voit tout de suite le parallèle qu'il peut y avoir avec des ateliers qui se passent dans les centres de culture scientifique et technique et qui pourraient être encore plus mis entre les mains de l'utilisateur. Je pense qu'à Grenoble, à la Casadoc, vous avez des choses à dire sur le sujet. Voilà, et dans cette partie, je ne vais pas empêcher de terminer par un peu notre actualité à nous. Dans cette idée de lâcher prise, de cette idée de faire et de refaire, il y a des dynamiques qui sont aujourd'hui pas dans la culture, qui sont dans le monde des musées, qui pourraient s'étendre au CCSTI. Et donc, c'est par exemple l'événement Muséomix qu'on a monté avec d'autres organisateurs, donc, dont le premier a eu lieu l'an dernier, et dont le prochain a lieu du 19 au 21 octobre à Lyon, au musée gallo-romain. Et le principe de cet événement, c'est de jouer sur justement cette culture de la participation. L'institution culturelle a pris l'habitude de donner la parole au public sur les pages Facebook ou sur les sites web ou sur les forums, mais on peut même faire des concours de photos où les gens participent. Par contre, quand il s'agit de l'espace même du musée, par exemple, généralement le public, au mieux, a un livre d'or. Ça s'arrête là. Et donc là, l'idée, c'est d'aller plus loin, d'ouvrir le cadre et de faire une invasion massive d'un musée pendant 3 jours avec des médiateurs, des designers, des hackers, des makers, et pendant 3 jours, de remixer le musée, c'est-à-dire de prendre des espaces et d'imaginer un nouveau discours, une nouvelle manière de transmettre le discours, et de réaliser en 3 jours des prototypes qui seront ensuite présentés au public. Et ce sont des démarches en fait où les institutions culturelles, pour le coup là, on ouvre l'espace et on donne la main à du public ou à d'autres professionnels et du coup on rentre dans des démarches de co-conception et de ça émerge en fait un regard nouveau, aussi des méthodes de travail nouvelles et une réappropriation finalement de l'établissement culturel par les publics. Donc pour conclure, juste une petite récapitulation de ce que j'ai voulu présenter ce matin, c'est que il me semble qu'une piste intéressante, c'est d'analyser les passerelles, toutes les passerelles qu'il pourrait y avoir entre la culture numérique et la culture scientifique et technique. Deuxièmement, qu'il faut penser, pas simplement contenu, mais qu'il faut penser expérience, utilisateur, relation entre visiteurs et musée, et ensuite le discours, la narration. Troisième point, qu'il faut parier sur, qu'il faut faire confiance aux médiateurs qui ont vraiment un rôle très particulier à jouer dans ces nouvelles, dans ces évolutions. Et puis anticiper 2 choses, que d'une part, les technologies se généralisent, mais aussi elles se banalisent, c'est-à-dire que leur potentiel de nouveauté se dilue très rapidement et de facteurs attractifs. Et aussi le fait que ces technologies sont en train d'investir les objets et le réel. On le voyait avec les mécaniques politiques, on le voit avec les Fab Labs, etc. C'est que le numérique, ce ne sont pas que des écrans, c'est aussi tous les objets du quotidien qui vont de plus en plus augmenter numériquement et connecter. Et donc ça, c'est 2 points qui sont importants à intégrer dans nos conceptions de dispositifs. Donc au final, le numérique ouvre un champ très, très large sur lequel il y a plein de créativité à mettre en place, d'hybridation et de formes nouvelles dans la médiation culturelle scientifique ou culturelle au sens large. Voilà.
voilà, j'ai terminé pour ce tour d'horizon. Je pense que la suite des tables rondes peut être abordée plus en détail sur